Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien pour faire le débrief de cette dernière étape du Tour du Danemark. Et oui, ce Tour du Danemark s'est terminé un samedi, c'est pas forcément habituel du côté du cyclisme. Demain, il y a la classique Hambourg, c'est pour ça qu'il fallait finir cette course avant, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui vont faire Danemark et ensuite classique Hambourg. Et puis il y a la Vuelta qui commence également samedi prochain. Donc il fallait un petit peu libérer de la place pour le calendrier, c'est pour ça qu'il fallait finir ce samedi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et si vous regardez la vidéo sur téléphone, booster cette vidéo si vous en avez envie, ou booster une des vidéos de la chaîne, une qui vous a plu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également réagir dans les commentaires, cliquer rapidement sur les notifications, les miniatures également. Ça me permet de me soutenir. Plus vous cliquez vite sur une vidéo après sa mise en ligne, plus elle est mise en avant par YouTube. Donc c'est aussi intéressant. Ça permet de favoriser les vues de certaines vidéos. Bon, on commence tout de suite avec l'étape du jour. Cette étape numéro 5, on était encore sur une journée qui n'était pas facile. On savait qu'on aurait une bagarre pour le classement du maillot à poids, enfin du maillot de la montagne. On savait également qu'il y aurait peut-être des tentatives pour le général, même si la Lidl Trek semblait au-dessus. Beaucoup d'attaques en début de journée, beaucoup d'attaques dans ce résumé. La première accélération qui va faire un écart, eh bien c'est Jakob Fuglsang. Or, pour Jakob Fuglsang, c'était une étape particulière aujourd'hui. C'était son dernier jour dans sa carrière. Et oui, c'était l'heure de la retraite pour le coureur danois. Donc forcément, il voulait se montrer. On arrive au premier grimpeur. C'est Dahl qui passe en tête devant Nielsen et Hochstedt. Le deuxième Grand Prix de la montagne suit quasiment d'entrée, il y a 4 km d'écart. Et là encore, c'est de nouveau Dahl qui passe en tête devant Hochstedt et Nielsen, ce qui fait que Dahl se retrouve en tête du classement et dans une belle position pour aller chercher ce classement de la montagne. On se retrouve à avoir une échappée de 9 coureurs à l'avant de la course, en sachant qu'on ne sait pas véritablement quand elle s'est formée. Elle a dû se former en plusieurs temps, mais il y avait assez peu d'informations sur le lifetime stat de Pro Cycling Stat. Du côté des coureurs dans cette échappée, deux coureurs de la sélection danoise, Fuglsang et Mats Wurtz-Schmidt, qu'on avait déjà vu à l'attaque la veille. Marius Inogdal de la réserve de la Decathlon G2R avec Daniel Weiss-Nielsen. Il y avait également Andersen, Ridolfo de la Novo Nordisk, Hochstedt et Sorensen de la Colo Quick, et puis Mats Landbo qui était également dans cette échappée. Le groupe de tête qui est poursuivi par la Visma et la Alpecin, avec également un Picnic qui roule au sprint intermédiaire à 123 km de l'arrivée. C'est Jakob Fuglsang qui prend la première place. Et puis à 110 km de l'arrivée, il est abandonné dans l'échappée de tête par son équipier de la sélection danoise, car Mats Wurtz-Schmidt, qui avait fait un grand numéro hier, a un problème mécanique et sera récupéré par le peloton. À 95 km de l'arrivée, l'écart de 1,45, puis d'1 minute 40 à 70 km de l'arrivée au troisième grimpeur, c'est de nouveau Dahl qui passe en tête devant Nielsen, ce qui permet à Dahl de remporter ce classement de la montagne. L'écart diminue à 1,02 à 50 km de l'arrivée. Mats Andersen va réussir à s'échapper, le coéquipier de Niklas Larsson, et va partir seul à l'avant de la course à 36 km de l'arrivée. Son écart, son avance est encore de 16 secondes sur le groupe de poursuivants à 29 km de l'arrivée, le peloton à 51 secondes. Il va être repris à environ 18-17 km de l'arrivée. Juste après, la Lidl accélère fortement. Et on va de nouveau se retrouver à avoir 5 coureurs à l'avant, et notamment Axel Zingler, qui va tenter de résister aux différentes accélérations de Mats Pedersen. Mais lors du sprint final,
Mats Pedersen va s'imposer face à Axel Zingler dans un sprint long et voilà, qui aura été tendu quand même ce sprint, mais victoire de Mats Pedersen face à Axel Zingler du côté de cette journée de compétition. On retrouve en troisième place Söderqvist, très bon cette semaine devant Kopecky, Craig Anderson, les 5 qui étaient dans le groupe de tête. Ensuite il y avait un deuxième peloton qui sera gagné ce sprint du peloton par Skelmose devant Menton et Axel Van der Tuuk. Voilà, du côté de l'étape du jour. Donc une belle journée encore du côté de cette étape et du côté de cette journée. On va revenir sur Jakob Fuglsang, bien entendu. Dernier jour dans la carrière de Jakob Fuglsang en tant que professionnel sur la route. Il avait terminé son contrat déjà avec Israël à la fin du Tour d'Italie. Il est sur cette première partie de saison. On notera quand même une 6e place sur le Tour des Alpes. Et puis donc là, cette échappée. C'est toujours bien quand on peut choisir sa fin. Là, il l'a décidé. Je pense qu'il avait coché la date un peu comme Romain Bardet. Voilà, il voulait finir sur ce Tour de Danemark et je pense qu'il était très motivé. Il a pu prendre l'échappée voilà, sur cette dernière étape. Alors, bien entendu, Jakob Fuglsang, on se souviendra de cette victoire sur Liège-Bastogne-Liège avec cette grande année 2019, c'est vrai, où il avait été très très fort. 2019-2020 sont vraiment 2 très grandes années pour Fuglsang. Vice-champion olympique en 2016, 3 fois vainqueur du Tour de Danemark, 2 fois vainqueur du Tour d'Andalousie, Tour du Luxembourg, le Tour d'Autriche également dans sa carrière. Et puis donc 2 fois le Dauphiné. Sur le Tour de France, ça a toujours été plus compliqué pour Jakob Fuglsang. Pas de victoire au final sur les grands tours dans sa carrière. Son meilleur classement au général, c'était 6e du Tour d'Italie 2020 et 7e en 2013. Mais c'est vrai que les grands tours n'ont pas toujours été une grande réussite. Alors il va remporter une victoire d'étape sur la Vuelta en 2019, pas mal de places d'honneur sur des étapes également en France ou encore en Italie. Il y a quand même 19 grands tours dans sa carrière. Ça c'est quand même assez formidable. Et puis Jakob Fuglsang qui a fait la transition entre la période entre la période des coureurs comme Rasmussen, des coureurs danois de l'époque, de cette génération-là. Je pense qu'il a fait la transition entre cette période-là et cette période Vingegaard au niveau de la montagne. Voilà, ça a été le chaînon entre ces 2 époques du côté de Jakob Fuglsang. Mais voilà, une grande carrière et puis surtout une longévité. Commencé en 2006, en 2009, il était déjà en World Tour. Et voilà, il a commencé en 2006-2025, quasiment 20 ans de carrière voilà, pour Jakob Fuglsang, qui arrête voilà, à 40 ans. Forcément un peu fatigué, je pense, ces dernières années. Pas forcément des super résultats chez Israël par rapport à la période Astana, passé également par Radio Shack et par Saxo Bank, voilà, en début de carrière du côté de Jakob Fuglsang. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, on commence avec Mats Pedersen. Pourtant, c'était, je pense, la journée la plus compliquée. En même temps, la veille, gros travail quand même du côté de Mats Pedersen. 68 km à 2 et on peut pas dire que Bloom-Levy l'ait énormément relayé. Ou les coureurs dans l'échappée et puis 30 derniers kilomètres en solitaire, c'est sûr que ça a des conséquences quand même sur l'état des jambes. Là encore aujourd'hui, le panache de Fuglsang, de Pedersen, il peut dire non, moi je décide de pas faire la course à fond, voilà, je me contente du sprint à l'arrivée. Et puis non, on refait encore une démonstration. Du côté de la Lidl Trek, on a encore fait une démonstration. Söderqvist qui prend la 2e place au général. Également, ça c'est une grosse performance. Et puis on a aussi Craig Anderson, Skelmose
qui remporte le sprint du peloton. Ça a été une grande semaine du côté de la Lidl Trek parce qu'on a explosé la Visma, on a explosé également la Picnic ou encore la Lotto. On a démontré qu'on était l'une des équipes majeures aujourd'hui au niveau mondial. Et c'est vrai que moi j'ai été impressionné par Pedersen encore une fois aujourd'hui parce que hier c'est quand même un énorme numéro qu'il a effectué. Réussir à récupérer, réussir à avoir la motivation pour repartir le lendemain, c'est quand même pas anodin. Et puis là aujourd'hui il tombe sur du grand Axel Zinglet et il peut craquer dans la tête, il peut se dire allez je me contente de la deuxième place, je crois que je me suis assez fait mal aux jambes ces derniers jours pour me contenter de la deuxième place. Et non, il veut encore obtenir le résultat et il va aller loin dans l'effort face à Axel Zinglet parce que ça a été un très très beau sprint entre les deux, ça a duré très longtemps les différentes attaques. Donc oui, du grand Pedersen sur ce tour du Danemark, même si je pense qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, ce qui peut être très inquiétant quand même pour ses adversaires sur la prochaine Vuelta, parce que si en étant à 90% de ses capacités, il est déjà à ce niveau-là, alors j'ai peur qu'à 100% ça fasse extrêmement mal sur le prochain Tour d'Espagne. Je rappelle encore une fois que du côté du Tour d'Espagne qui commence samedi prochain, on fera une présentation complète des coureurs pour la montagne. Je ne sais pas si je ferai une présentation pour les sprinters, parce que c'est vrai que c'est quand même pas la course des sprinters, mais peut-être que ça sera tout dans une seule et même vidéo. Voilà, ça sera peut-être une très longue vidéo, mais voilà, pour la présentation des coureurs, ou soit ça sera en même temps que la présentation du parcours, je verrai comment je me débrouillerai voilà, pour ce Tour d'Espagne, mais oui, Mats Pedersen, très intéressant voilà, sur ce Tour du Danemark. Deuxième coureur top, Axel Zinglet. Autant les derniers jours j'avais dit il a des bonnes jambes mais il est mal placé et c'est frustrant, autant aujourd'hui il était bien positionné, il n'a pas hésité quand Pedersen a accéléré par rapport à la veille ou peut-être mal placé mais peut-être aussi qu'il n'avait pas essayé de suivre le coup, et forcément quand on est bien positionné ça devient un petit peu plus facile. Alors il a fallu quand même faire un petit effort lors de la première accélération, un peu plus de 10 km de l'arrivée du groupe Pedersen pour réussir à revenir sur eux. Mais par rapport aux étapes précédentes où, m'en souviens, lors de la première journée, très mal positionné et ça avait été compliqué de revenir pour Axel Zinglet. Là, on a vu vraiment une belle performance, je trouve, du coureur français, sans forcément être si bien entouré que ça, parce que c'est vrai que Van Baarle n'a pas pu l'accompagner du côté du coureur de la Visma, Liesebach, mais il a été bien plus intéressant que lors des dernières étapes, où c'est vrai que on était frustré, parce que même sur la deuxième journée de course, avec ce sprint, cette étape qui était très plate, il avait lancé son sprint de très très loin, ce qui ne lui avait pas permis de battre Søren Wahrenskjold, alors que peut-être que s'il avait été un peu mieux positionné, ça aurait été un petit peu plus facile pour lui. Donc voilà, elle a un meilleur placement. Après, il tombe sur du Mats Pedersen. Il a fait le maximum aujourd'hui avec Axel Zinglet. Il tombe sur meilleur que lui, tout simplement. Là, il ne peut pas avoir de regrets sur cette étape-là. Les regrets, il peut les avoir hier. Il peut les avoir lors de l'étape numéro 1 au niveau du classement général. Là, il ne peut pas avoir de regrets, Axel Zinglet. Il a donné le maximum face à Mats Pedersen. Après, Pedersen a gardé ce petit vélo d'avance, on va dire. Ce petit demi-vélo, plutôt même, pour aller chercher la victoire. Voilà, donc belle performance d'Axel Zinglet. Il a montré que les jambes étaient là, il a montré quand même parfois quelques lacunes sur le placement, peut-être sur la lucidité, sur l'intelligence de course, donc ça c'est des choses qu'il faudra essayer de corriger parce que sur la Vuelta ça passera beaucoup moins. Matthias Kopeschky, encore une fois belle performance, alors il se fait chipper la 3ème place sur la fin, Kopeschky par le Söderqvist, le coureur de la Lidl Trek, mais sinon c'est encore une très très belle semaine qu'a réalisé Matthias Kopeschky, et ça montre que c'est un coureur qui progresse. Encore une fois, ça montre aussi, et c'est le premier à démontrer pour moi, qu'on peut avoir une carrière de bon niveau et réussir à gérer ça avec le diabète, ce qui est loin d'être évident.
Et là, on comprend enfin à quoi sert Novo Nordisk. Ça a permis à ce coureur-là d'arriver au top niveau. Et puis ensuite, il va aller chez Unibet, il va rejoindre des formations un peu plus classiques. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait cette équipe Novo Nordisk qui n'avait pas de résultats. Et en plus, cette formation n'arrivait pas forcément à envoyer ses coureurs dans des équipes adverses. Ce qui a été un peu l'idée. C'est-à-dire l'idée de Novo Nordisk au départ, c'est de démontrer qu'on peut concilier sport de haut niveau et diabète. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Matthias Kopecky. Je pense qu'ils peuvent être très fiers. Et puis, oui, forcément, je pense que c'est un coureur qui doit être quand même très costaud dans sa tête parce que c'est un diabétique assez important quand vous êtes chez Novo Nordisk. Donc, ça veut dire que ça engendre énormément de contraintes sur la capacité du coureur, par exemple, à ingérer des grandes capacités de glucides. C'est très compliqué. Et donc forcément, ça doit l'handicaper au niveau de la nutrition. Ça doit être très compliqué d'avoir une nutrition correcte pour un effort physique comme le cyclisme et concilier ça avec le diabète. Donc non, très fort de la part de Kopecky et très belle semaine. J'irai également très belle semaine d'Axel van der Tuuk, le coureur néerlandais de la Euskaltel, qui lui aussi a fait une belle performance aujourd'hui avec une belle 8e place. Alors c'est dommage, on était trop loin des points UCI pour Axel van der Tuuk, mais c'est un très bon coureur et ça peut être, on le verra sur le Grand Prix de Fourmies également, mi-septembre, manche de Coupe de France, mais voilà, très bon résultat pour lui du côté d'Axel van der Tuuk, qui avait fait déjà un très bon contre-la-montre, mais qui a fini également sur une belle étape. Donc 7e au final au général, ça fait des points, UCI, une 7e place sur le Tour du Danemark du côté de Van der Tuuk, c'est 60 points UCI d'entrée, donc pour un coureur qui est seulement pour le moment stagiaire, ça permet à sa formation de marquer des gros points et ça c'est toujours intéressant. Parce que Euskaltel, ils doivent être dans le top 30 pour pouvoir participer aux épreuves World Tour. Je rappelle que ça va être la règle désormais et donc il faut réussir à être dans ces 30 premiers, ce qui est loin d'être évident. Voilà, du côté en ce moment du cyclisme et surtout pour une équipe comme Euskaltel qui n'a pas forcément des grands moyens. Donc voilà, je voulais notifier cette performance d'Axel van der Tuuk, voilà, donc très très belle performance du côté de ce coureur. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne de cette journée. Je vais commencer par Łukasz Kubis. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie, Łukasz Kubis, mais c'est un coureur aussi qui doit progresser. Łukasz Kubis dans le futur. Je pense notamment dans sa gestion de course. On le voit aujourd'hui beaucoup moins bon que la veille, et puis surtout à contre-temps, quand il essaye de revenir sur Mats Pedersen et sur le groupe Pedersen-Zingley, il explose complètement, il finit assez loin cette étape, il finit dans un groupe légèrement distancé, Łukasz Kubis. Si je le retrouve, Kubis, je l'ai perdu. Mais il était distancé, Kubis, il finit à 29e à 22 secondes et en difficulté, parce que même Stockbro et De Vries du côté de la Unibet finissent devant lui. Et je trouve que cette semaine, il y a eu des bonnes choses du côté de Łukasz Kubis, mais on revoit quand même des défauts, notamment sur sa gestion de course. C'est un coureur qui a tendance à se mettre dans le rouge et à oublier que parfois il faut mieux attendre, il faut être patient. C'est un coureur qui manque, je pense, de patience du côté de Łukasz Kubis. Alors ça reste un bon coureur, mais c'est un coureur qui doit encore travailler, qui doit encore progresser. C'est vrai que la Unibet est aussi une équipe qui est en cours de progression. La Unibet, aujourd'hui, c'est une formation qui se construit encore. Je pense que c'est pas mal de rester un an de plus. Alors là, il a un contrat jusqu'en 2027, mais de rester un petit peu de temps en plus parce qu'on sent que ça manque encore d'expérience. Pour monter en World Tour, c'est un coureur qui a d'excellentes qualités, qui a un profil
assez passe-partout au final, Łukasz Kubis, mais qui doit progresser dans sa gestion de course. Voilà, il a tendance à se mettre très facilement dans le rouge. Donc on le reverra sur le René Tour. Je ne sais pas si je débrieferai cette épreuve, parce que là on va avoir un programme qui va être très très chargé la semaine prochaine. Et puis il sera également au Mur Classic Garsbergen autour de Slovaquie. Au mois de septembre. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller la semaine prochaine et pendant la Vuelta en même temps avec les autres courses. Peut-être qu'on fera comme ce qu'on a fait pendant le Tour de France avec le Tour d'Italie féminin. C'est que parfois il y aura des débriefs en plus du Tour d'Espagne. Dans les vidéos Tour d'Espagne, ça sera peut-être la solution. Et puis on essaiera de faire le Tour de Slovénie, du Limousin, également la semaine prochaine, parce que c'est toujours une course intéressante. Le Tour du Limousin, c'est souvent la rentrée pour les coureurs français qui étaient sur le Tour de France. Quand je vois sa saison, par contre, Kubis, sa saison est très bonne, 816 points de récupérés, mais voilà, il y a encore un travail à faire sur la gestion de l'effort, parce que cette semaine, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Il a tendance, parfois un petit peu s'emballer, Łukasz Kubis. Donc il faut qu'il fasse attention à ça. La pique-nique, j'irai pour son œuvre collective de la semaine. On les a souvent vu rouler, non, parce que c'était pas filmé par la télévision, mais ils ont souvent été roulés en début de journée pour pas grand-chose à la fin en termes de résultats. On a une 5e place de Nils Sekov, une 5e place de Nils Sekov et une 5e place de Nils Sekov sur la semaine du côté de la pique-nique. Même au classement général, c'est loin d'être glorieux du côté de l'équipe néerlandaise. Le premier pique-nique, je vais pas le trouver tout de suite, du côté de la pique-nique. Il est 32e, c'est Alex Edmondson. On a quand même 3 coureurs qui ont abandonné dans cette équipe pour une formation World Tour. Alors c'est dommage, parce qu'on était sur une belle lancée. Un très beau Tour de France réalisé par cette formation. On en a parlé lors du conseil de classe. Et là, de nouveau un temps d'arrêt, parce que c'est vrai que sur le Tour du Danemark, on aurait pu s'attendre à mieux. Alors Jacobsen, on ne sait pas trop où il en est, ça reste toujours une interrogation, parce que ça a été une course de retour pas forcément évidente. Et puis oui, on s'est un peu raté. On n'a jamais été en mesure véritablement de jouer quelque chose au niveau du classement général. Donc dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu aller dans les échappées, mais on n'a pas pris d'échappée non plus du côté de la pique-nique. Mais quand on n'a pas les coureurs pour faire un bon top 15, j'irais pour une équipe World Tour sur ces épreuves-là Pro Series. Alors déjà, il y a une question qui peut se poser, c'est pourquoi on vient ? Parce que il y a peu d'intérêt au final en termes de points. Et sinon, l'intérêt, c'est d'aller prendre des échappées. Ou de miser également sur des très jeunes coureurs, ce qui n'a pas foncièrement été le cas. Donc petite déception pour moi du côté de la pique-nique. Et puis je termine avec Alex Segart. Aujourd'hui compliqué pour le Belge. Autant on l'avait bien vu sur les dernières étapes. Là ça a été plus difficile. Alors c'est vrai que la Lotto manquait un petit peu de main d'œuvre gérée en boss. Mais autant aujourd'hui on a vu Milan Menten prendre quand même la 7e place. C'était la 2e place du sprint du peloton derrière Skelmose. Autant pour Alex Segart ça a été plus compliqué sur un terrain où s'il veut jouer à l'avenir sur les classiques flandriennes, et je pense que c'est un objectif pour Alex Segart à l'avenir de jouer les classiques flandriennes, et si tu veux pas seulement jouer que Paris-Roubaix, il va falloir être en mesure de passer les petites bosses qu'on avait en fin de parcours. C'était pas des montées insurmontables. Aujourd'hui sur les flandriennes, il faut être en capacité de passer ce type d'effort, même si tu veux pas foncièrement, je dis pas gagner le Tour des Flandres, mais même un Kurn-Bruxelles-Kurn. Là, il faut être en capacité de passer 1500 mètres de dénivelé positif sur 160 bornes. Et ça n'a pas été le cas du côté d'Alex Segart. Donc il va falloir progresser en boss. Et ça va être le travail désormais de la Bahreïn qui l'aura dans son effectif l'an prochain. Pour 3 ans même, c'est un contrat de 3 ans qu'il a avec la Bahreïn. Ça va être de progresser dans son passage en boss. C'est un coureur qui est très bon, qui est très intéressant. Segart, mais qui a encore des petites lacunes. À 22 ans, il ne sait pas encore tout faire. Voilà, tout simplement, Alex Segart. Donc, il y a encore un job à réaliser, notamment en boss, je trouve, du côté du coureur belge. Allez, on regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo. Du côté du vainqueur donc, du jour, c'est de nouveau Mats Pedersen devant Zingle Söderqvist, le maillot blanc. Prend la 3e place avec les secondes de bonification, ça lui permet de prendre également une place au classement général. On retrouve Kopecky, Kragh Andersen qui a fait un gros travail pour accompagner Mats Pedersen, et puis ensuite Skelmose, Menten, Van Der Tuuk, Mestri,
Carl-Frédéric Brevoort du côté de la Uno X qui finit bien la semaine. Du côté du classement général, Mats Pedersen vainqueur avec une 28 d'avance sur Söderqvist, une 30 sur Larsson et une 50 sur Kubica. Il n'y a que 5 coureurs qui sont à moins de 2 minutes. Ça a été une démonstration de Mats Pedersen sur cette semaine. Du côté du maillot de meilleur sprinter, là aussi démonstration de Mats Pedersen. 54 points, c'est-à-dire le double de Lukas Kubica, qui est le deuxième dans ce classement. Troisième, Axel Zinglet. Le classement de la montagne, lui, est remporté par Dahl, le coureur de la Décathlon AG2R. Enfin, de la réserve qui a été très bon cette semaine et surtout sur cette dernière étape, le maillot blanc remporté par Söderqvist devant Alexei Kopecky, qui prend la troisième place juste devant Tibor Del Grosso. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Et puis du côté du classement par équipe, la Lidl Trek là également qui a dominé. 5,08 d'avance sur l'équipe de développement de la Décathlon. La Unibaté troisième devant la sélection danoise et la Lotto. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Farmec Production. Ciao, ciao!